Le millionnaire figea en voyant qui servait le dîner dans son manoir. C'était son ex-petite amie, enceinte avec un secret dans les yeux. Entre les verres en cristal et les vieilles rancunes, le passé refaisait surface. Et si ce bébé était de lui, tout allait changer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Marine ajusta son badge sur son uniforme bleu marine tout en observant son reflet dans le miroir du vestiaire de la cantine. Ses mains tremblaient légèrement en caressant la petite protubérance de son ventre, encore imperceptible pour la plupart des gens. 6 semaines de grossesse, un miracle qu'elle n'espérait pas atteindre seule. Elle respira profondément, arrangea ses cheveux châtains attachés en un chignon discret et se dirigea vers son poste de travail. La routine à la cantine de Solutions Durables Mondiales était toujours animée, surtout pendant l'heure du déjeuner. Marine avait commencé là-bas il y a seulement 2 semaines, mais elle connaissait déjà les préférences de nombreux employés. Certains la traitaient avec une sympathie authentique, d'autres remarquaient à peine sa présence, tandis qu'elle servait les repas soigneusement préparés par l'équipe de cuisine. Ce matin-là, quelque chose était différent. Les murmures dans les couloirs indiquaient que Gaël Tournier, le PDG de l'entreprise, ferait une visite aux départements administratifs. Marine sentit son cœur s'accélérer, mais resta ferme. Après 7 ans, une rencontre avec son ex-mari, l'homme qui avait choisi la dynastie entrepreneuriale de sa famille au détriment des rêves qu'il partageait, serait inévitable. L'horloge indiquait 11h45 lorsque les portes de la cantine s'ouvrirent pour laisser passer un groupe de cadres. Gaël venait en tête, impeccable dans son costume italien, conversant avec animation avec son épouse actuelle, Hélène Martin-Tournier, connue pour son travail dans des projets humanitaires. Marine se concentra sur sa tâche, servant méthodiquement les plats qui passaient par son poste. Le temps sembla ralentir quand Gaël arriva devant elle. La reconnaissance dans ses yeux fut instantanée, et le sourire répété sur ses lèvres se figea. Marine remarqua le moment exact où son regard descendit vers son ventre, puis revint à son visage, un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond, plus troublant. « Marine ?» Sa voix était plus basse que la normale, presque un murmure. « Bonjour, monsieur Tournier », répondit-elle avec un calme qu'elle ne ressentait pas, servant la portion de légumes grillés avec la même précision qu'elle consacrait à tous les autres clients. Hélène, qui était juste derrière Gaël, observa la scène avec un intérêt vif. Ses yeux verts, astucieux et pénétrants, se déplacèrent entre les deux, captant chaque nuance de cette interaction chargée d'histoires non dites. « Tu es », commença Gaël, mais il ne put terminer sa phrase. « Enceinte ? Oui, je le suis », compléta Marine, maintenant son attitude professionnelle. « Au suivant, s'il vous plaît. » Gaël fut gentiment poussé sur le côté par d'autres cadres qui attendaient à leur tour. Hélène resta un moment de plus, ses yeux fixés sur Marine avec une expression contemplative qui la fit se sentir exposée et, en même temps, intriguée. Le reste de la journée se déroula comme dans un brouillard pour Marine. Tandis qu'elle nettoyait son poste de travail, à la fin de son service, elle ne put s'empêcher de penser aux ironies de la vie. Elle était là, servant des repas dans l'entreprise qu'elle avait un jour rêvé de révolutionner aux côtés de Gaël. Les idées qu'il partageait sur l'innovation durable et l'impact social semblaient maintenant aussi lointaines que les étoiles. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie que Marine ne parvenait pas à déchiffrer. Le regard d'Hélène Martin-Tournier portait une intensité qui suggérait que cette rencontre ne serait pas qu'une simple note de bas de page dans son histoire. Et tandis qu'elle rangeait son uniforme dans l'armoire du vestiaire, Marine ne pouvait imaginer que son premier jour de travail en présence de Gaël serait aussi le début d'une transformation qui ébranlerait les structures de cette entreprise jusqu'à ses fondations. Dans son bureau à l'étage supérieur, Gaël Tournier observait la ville à travers les fenêtres panoramiques, son esprit encore fixé sur l'image de Marine. Le contrat d'1 milliard qu'il signerait la semaine suivante, consolidant sa position sur le marché mondial, semblait soudainement moins important. Hélène entra silencieusement dans la pièce, posant un dossier sur son bureau. « Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui », dit-elle, sa voix calme mais déterminée. Gaël se tourna pour lui faire face, trouvant sur son visage une expression qu'il connaissait bien. Hélène avait ce regard quand elle était sur le point d'initier une de ces transformations visionnaires.
Et quelque chose lui disait que cette fois, la transformation serait plus grande que toutes celles qu'ils avaient déjà vécues. Hélène. Martin Tournier était connu pour sa capacité à voir au-delà des apparences. Dans les 3 jours qui suivirent la rencontre à la cantine, elle mena une enquête méticuleuse sur le passé de Marine, découvrant une histoire qui la laissa à la fois fascinée et indignée. Marine Duval s'était diplômée avec mention en ingénierie environnementale, avec des spécialisations en urbanisme durable et technologie régénérative. Sa thèse de master sur les systèmes urbains autosuffisants avait remporté des prix internationaux. Durant son mariage avec Gaël, elle avait développé divers projets innovants, incluant un système révolutionnaire de purification d'eau utilisant la biotechnologie. Assise dans son bureau, Hélène examina une fois de plus le dossier qu'elle avait compilé. Les réalisations académiques de Marine étaient impressionnantes, mais ce qui attirait le plus l'attention était le vide professionnel qui avait suivi sa séparation d'avec Gaël. C'était comme si un talent extraordinaire avait été délibérément étouffé. « Madame Tournier ?» La voix de son assistante interrompit ses réflexions. « Marine Duval est ici pour la réunion. » Hélène s'ajusta dans son fauteuil. « S'il vous plaît, faites-la entrer. » Marine traversa la porte avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Son uniforme de la cantine avait été remplacé par une robe simple mais élégante et ses cheveux étaient détachés, encadrant son visage de douces ondulations. « Merci d'être venue, Marine. Asseyez-vous, je vous en prie. » Hélène fit un geste vers la chaise en face d'elle. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué ici. »« Je l'avoue, » répondit Marine, sa voix ferme malgré la nervosité évidente dans ses mains agitées sur ses genoux. Hélène se pencha en avant, ses yeux verts fixés sur ceux de Marine. « J'ai lu votre thèse sur les systèmes urbains autosuffisants. Brillante. J'ai aussi vu vos projets de biotechnologie pour la purification de l'eau. Révolutionnaire. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi quelqu'un avec votre talent travaille à la cantine de notre entreprise. » Marine soutint le regard d'Hélène. « Parfois, nous devons recommencer à zéro pour construire quelque chose de vraiment solide. Et si je vous offrais l'opportunité de construire quelque chose d'extraordinaire ?» Hélène ouvrit un dossier et fit glisser un document sur la table. « Nous créons une nouvelle division axée sur l'urbanisme régénératif et l'innovation sociale durable. Je veux que vous la dirigiez. » Le silence qui suivit fut dense. Marine prit le document d'une main tremblante, ses yeux parcourant rapidement les pages. « C'est... » commença-t-elle, mais sa voix faiblit. « Un contrat vous offrant la direction de la division avec un budget indépendant et une autonomie décisionnelle complète, » compléta Hélène. « A y compris toutes les garanties liées à votre grossesse. Congé de maternité prolongé, flexibilité des horaires, crèche sur le lieu de travail. » Marine leva les yeux du document, son expression mêlant méfiance et espoir. « Pourquoi ?»« Parce qu'un talent gaspillé est un crime contre l'avenir, » répondit simplement Hélène. « Et parce que je crois que vous pouvez transformer cette entreprise d'une manière dont personne d'autre n'est capable. »« J'ai besoin de garanties, » dit Marine. Après un moment de réflexion, tout documenté avec validité juridique, y compris une protection contre l'interférence de la haute direction. Un sourire discret courba les lèvres d'Hélène. « J'ai déjà inclus toutes ces clauses dans le contrat. Page 7, section 3. » Marine feuilleta jusqu'à la page indiquée, lisant attentivement. Son visage s'illumina d'une compréhension croissante des possibilités qui s'ouvraient devant elle. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle finalement. « Dès que vous aurez signé, » répondit Hélène, lui offrant un stylo. « Votre bureau est déjà en préparation au 15e étage. » Tandis que Marine signait le contrat, Hélène observait par la fenêtre le mouvement de la ville en contrebas. Elle savait qu'elle initiait quelque chose de bien plus grand qu'un simple changement administratif. Dans son fort intérieur, elle était certaine que cette décision serait le catalyseur d'une transformation profonde, non seulement dans l'entreprise, mais dans la vie de tous les concernés. Ce qu'Hélène ne savait pas, en observant Marine signer le dernier document, c'est que son enquête n'avait fait qu'effleurer la surface d'un secret beaucoup plus grand. Un secret qui commencerait à se révéler dès les premiers jours de Marine dans son nouveau poste, déclenchant une série d'événements que personne ne pourrait prévoir. « Bienvenue à la direction, Marine, » dit Hélène, tendant la main. « Demain, nous vous présenterons officiellement au conseil. Je vous suggère de bien vous reposer cette nuit. La journée sera intense. »
Marine serra la main offerte, sentant le poids du changement qui était sur le point de se produire dans sa vie. Dans son ventre, sa fille bougea légèrement, comme si elle aussi sentait qu'une nouvelle histoire commençait. Le bureau de Marine au 15e étage était spacieux et lumineux, avec de grandes fenêtres qui permettaient l'entrée abondante de lumière naturelle. Après une semaine dans sa nouvelle position, elle commençait à se familiariser avec son équipe et les responsabilités du poste. Cependant, quelque chose la dérangeait profondément. Lors d'une réunion de planification stratégique, Marine décida de revoir les projets antérieurs soumis à l'entreprise pour établir un point de départ. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne pouvait trouver aucune trace des diverses propositions qu'elle avait envoyées des années auparavant, lorsqu'elle était encore mariée à Gaël. Lucas, appela-t-elle le jeune stagiaire du département informatique qui avait été désigné pour l'assister. Un jeune homme à lunettes à monture épaisse et aux cheveux bouclés apparut à la porte. « J'ai besoin de votre aide pour localiser quelques anciens fichiers dans le système. » Lucas s'assit à côté d'elle, ses doigts agiles dansant sur le clavier tandis qu'il naviguait dans le système interne de l'entreprise. « Quelle période spécifique voulez-vous vérifier ?»« Entre 2016 et 2018, » répondit Marine, observant attentivement l'écran. « Cherchez des projets liés aux technologies régénératives et au système de purification d'eau. » Le jeune homme plongea dans des couches et des couches de fichiers, son expression devenant progressivement plus intriguée. « C'est étrange, » murmura-t-il après quelques minutes. « Il y a des enregistrements d'entrée de ces projets dans le système, mais les fichiers eux-mêmes, c'est comme s'ils s'étaient évaporés. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça, évaporé ? Regardez. » Lucas pointa l'écran, montrant une séquence de code. « Voici l'enregistrement attestant qu'un de vos projets sur la purification de l'eau a été reçu en mars 2017. Mais quand j'essaie d'accéder au contenu, je reçois un message d'erreur. C'est comme si quelqu'un avait délibérément effacé les fichiers. » Intriguée, Marine demanda à Lucas d'élargir la recherche. Pendant des heures, ils fouillèrent le système, découvrant un modèle troublant. Ce n'étaient pas seulement ces projets qui avaient disparu. D'autres propositions innovantes de durabilité, envoyées par différents chercheurs et entreprises, avaient également été systématiquement éliminées. « Lucas, pouvez-vous retracer qui a fait ces modifications ?» demanda Marine, sa voix tremblant légèrement. Le stagiaire ajusta ses lunettes, visiblement nerveux. « Je peux essayer, mais cela va au-delà de mon niveau d'accès. J'aurais besoin d'entrer dans des zones restreintes du système. » Marine hésita un moment, consciente des implications de ce qu'elle était sur le point de demander. « Combien de temps vous faut-il? Avec l'accès approprié? Quelques jours peut-être. » Lucas baissa la voix. « Mais madame, cela peut être dangereux. Si quelqu'un intercepte et efface réellement des projets, ils n'aimeront pas être découverts. » À ce moment, Hélène entra dans le bureau sans s'annoncer. Lucas minimisa rapidement les fenêtres ouvertes sur l'ordinateur, mais le mouvement n'échappa pas aux yeux attentifs de l'épouse de Gaël. « Un problème ?» demanda Hélène, son regard alternant entre Marine et le stagiaire. Marine échangea un regard rapide avec Lucas avant de répondre. « Nous organisons juste quelques anciens fichiers. La connaissance, c'est le pouvoir, n'est-ce pas ?» Hélène sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Oui, c'est vrai. Et parfois, la connaissance est aussi un danger. » Elle ferma la porte du bureau et s'assit sur la chaise en face du bureau de Marine. « Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ?» Le silence qui suivit fut tendu. Marine pouvait sentir le poids de la décision sur ses épaules. Hélène lui avait donné une opportunité unique, lui avait fait confiance. Mais et si Hélène elle-même était impliquée dans la disparition des projets? « En fait, » commença Marine, décidant de prendre un risque, « nous avons découvert certaines incohérences dans les archives historiques de l'entreprise, des projets qui ont été soumis, mais qui ne sont jamais parvenus aux décideurs. » Hélène se pencha en avant, son intérêt visiblement aiguisé. « Continuez. Mes propres projets, par exemple. Et ceux d'autres personnes, tous liés à des innovations durables significatives. » Marine fit une pause, étudiant la réaction d'Hélène. « Quelqu'un a intercepté et effacé ces fichiers avant qu'ils ne puissent être évalués. » À sa surprise, Hélène ne sembla pas choquée. Au lieu de cela, un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Enfin, murmura-t-elle, je savais que vous trouveriez.
Lucas, combien de temps vous faut-il pour retrouver l'origine de ces interférences? Le stagiaire, qui était resté silencieux jusque-là, écarquilla les yeux. Avec un accès total. Au système, 3 jours maximum. Vous l'aurez, assura Hélène, se levant. Marine, nous devons parler. Pas ici. Retrouvez-moi ce soir au café Gardenia à 20h. Et Lucas? Elle se tourna vers le jeune môme. Soyez discret. Certains secrets sont plus dangereux que d'autres. Après le départ d'Hélène, Marine et Lucas échangèrent des regards perplexes. Ce qui avait commencé comme une simple recherche de vieux fichiers se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand et potentiellement plus dangereux que ce que l'un d'eux aurait pu imaginer. Le café Gardenia était un établissement discret, connu pour sa clientèle sélecte et son ambiance réservée. Marine arriva quelques minutes avant l'heure convenue, choisissant une table au fond du local. Sa robe vert foncé dissimulait sa grossesse encore débutante, mais ne parvenait pas à cacher complètement l'éclat anxieux dans ses yeux. Hélène arriva ponctuellement à 20h, accompagnée d'une femme que Marine reconnut immédiatement, Sophie Tournier, l'ex-femme du patriarche de l'entreprise et ancienne belle-mère de Gaël. Sophie avait été une figure controversée dans la famille Tournier, connue pour son travail sur l'éthique des affaires et son départ tumultueux de l'entreprise il y a plus d'une décennie. « Marine ?» Sophie la salua avec un sourire chaleureux, s'asseyant à la table. « Ça fait longtemps. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » Les 3 femmes passèrent leur commande, et dès que le serveur s'éloigna, Hélène alla droit au but. « Sophie est mon alliée secrète depuis des années. Elle est consultante en éthique pour un réseau d'ONG international et nous a aidés à cartographier certaines irrégularités dans l'entreprise. »« Des irrégularités ?» demanda Marine, sa tasse de tisane à la camomille oubliée entre ses mains. Sophie se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. « Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg, ma chère. Solution Durable Mondiale a systématiquement saboté des initiatives de durabilité réelles depuis des années, tout en maintenant une façade d'entreprise progressiste. »« Mais pourquoi ?» questionna Marine, sentant son cœur s'accélérer. « Le pouvoir, répondit simplement Hélène. Et l'argent, bien sûr. Des brevets précieux ont été vendus secrètement à des concurrents. Des projets révolutionnaires ont été enterrés pour maintenir le statu quo. Tout sous la direction du patriarche, Auguste Tournier. » Marine sentit son estomac se retourner, et ce n'était pas seulement dû à la grossesse. Le père de Gaël, il est derrière tout ça? Il l'a autorisé, ou au minimum permis que cela se produise, confirma Sophie, ses yeux sombres chargés d'une tristesse ancienne. C'est pour ça que je me suis éloignée de la famille. Quand j'ai essayé d'exposer ce qui se passait, j'ai été réduite au silence et étiquetée comme fauteuse de troubles. Hélène sortit une clé USB de son sac et la fit glisser discrètement sur la table. Voici l'accès dont Lucas a besoin, mais nous devons agir avec une extrême prudence, si Auguste découvre que nous enquêtons. C'est déjà trop tard pour ça, interrompit une voix masculine. Les 3 femmes se retournèrent pour voir Gaël, debout à côté de la table, son visage un masque d'émotions conflictuelles. Le silence qui suivit était assez dense pour être coupé au couteau. Hélène fut la première à se ressaisir. « Comment nous as-tu trouvés ?»« Tu n'es pas la seule à savoir enquêter, ma chérie, » répondit Gaël, tirant une chaise et s'asseyant. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Marine avant de se tourner vers Sophie. « Maman, ça fait longtemps. » Sophie maintint son regard ferme. « Fils. » Gaël passa sa main dans ses cheveux, un geste dont Marine se souvenait bien de ces moments de plus grande tension. « Je devrais être furieux contre vous. Je devrais rapporter cela immédiatement au conseil. » Mais il fit une pause, respirant profondément. « Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marine, sa voix à peine un murmure. « Je veux dire que j'ai aussi fait mes découvertes, et que peut-être... » Il regarda chacune des femmes à la table. « Peut-être qu'il est temps de faire ce qui est juste. » Hélène tendit la main sur la table, touchant légèrement les doigts de son mari. « Tu sais ce que cela signifie? Ce que ton père fera quand il le découvrira ?» Gaël acquiesça lentement. « Je sais. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me soucie pas des conséquences. Marine, il se tourna vers son ex-femme. Tu avais raison il y a 7 ans. Surtout, et maintenant avec notre bébé en route. » « Ton bébé ?» interrompit Hélène, ses yeux s'écarquillant. Le visage de Marine pâlit.
Elle n'avait parlé à personne du traitement de fertilité qu'elle avait fait, utilisant un échantillon, congelé datant de l'époque où elle était encore mariée à Gaël. C'était un secret qu'elle comptait emporter avec elle. Mais maintenant, Sophie fut la première à briser le silence tendu. Eh bien, il semble que notre petit groupe de conspiration vient de devenir beaucoup plus intéressant. Elle leva sa tasse de thé dans un toast ironique. Allah. Famille Tournier, toujours à compliquer les choses au-delà de l'imaginable. Les implications de cette révélation planaient dans l'air comme un nuage chargé, promettant un orage qui changerait à jamais le destin de tous les présents. Et quelque part dans la ville, Lucas poursuivait son enquête dans les archives de l'entreprise, sans savoir qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui rendrait la situation encore plus complexe. Lucas n'avait pas pu dormir depuis 3 jours. Ses yeux brûlaient tandis qu'il scrutait des lignes interminables de code, suivant des traces numériques qui semblaient sans fin. L'accès fourni par Hélène avait ouvert des portes dont il ne soupçonnait même pas l'existence dans les systèmes de solutions durables mondiales. Dans son petit appartement transformé en centre d'opération improvisé, plusieurs moniteurs affichaient différentes couches d'informations. Des tasses de café vides s'accumulaient sur son bureau, témoins silencieux de ces nuits blanches. « Mon Dieu !» murmura-t-il, lorsque finalement les pièces commencèrent à s'assembler. Ses mains tremblaient, tandis qu'il tapait furieusement, documentant chaque découverte. Le stratagème était bien plus vaste que ce que quiconque avait imaginé. Ce n'étaient pas seulement les projets de marine qui avaient été interceptés. Il y avait un modèle systématique de sabotage qui s'étendait sur plus d'une décennie. Des propositions révolutionnaires d'énergie propre, des systèmes de recyclage avancé, des technologies de reboisement, toutes avaient été soigneusement évaluées puis redirigées. Un email en particulier attira son attention. Daté de 2015, c'était une correspondance entre Auguste Tournier et un cadre d'une entreprise concurrente. Colis livré, transfert confirmé. Le projet de purification atmosphérique n'atteindra jamais le Conseil. Gardez notre accord dans le secret absolu. Lucas commença à compiler un dossier détaillé. Transfert bancaire suspect, enregistrement de brevets vendus secrètement, rapports manipulés, tout documenté avec une précision méticuleuse. Ces découvertes révélaient un schéma élaboré où des innovations prometteuses étaient systématiquement étouffées au profit de gains immédiats. À 3 heures du matin, son téléphone vibra. C'était un message de Marine. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Il hésita avant de répondre. Le volume d'informations compromettantes qu'il avait découvert était effrayant. Des personnes puissantes étaient impliquées, des personnes qui n'hésiteraient pas à protéger leurs secrets à tout prix. « Nous devons parler en personne », tapa-t-il en retour. « Demain, 7 heures avant le début de la journée. » En attendant la réponse, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Son ordinateur exécutait des processus qu'il n'avait pas initiés. Quelqu'un tentait d'accéder à distance à son système. Le cœur battant, il commença à transférer rapidement tous les fichiers vers un dispositif externe crypté. Des années d'expérience en sécurité informatique l'avaient préparé à des moments comme celui-ci. L'écran clignotait. Une fenêtre de commande s'ouvrit toute seule. « Vous ne devriez pas être ici », apparut un message. Lucas déconnecta immédiatement tous les câbles réseau, mais c'était trop tard. Son système principal avait été compromis. Heureusement, les informations les plus importantes étaient déjà en sécurité sur le dispositif externe. À ce moment, les lumières de son appartement clignotèrent. 1 fois, 2 fois. Le jeune stagiaire sentit un frisson parcourir son échine. Il saisit rapidement le dispositif externe et son sac à dos, déjà préparé avec des documents essentiels et quelques effets personnels. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. Dernière chance de reculer. Lucas déglutit, mais sa détermination ne faiblit pas. Il y avait trop de personnes qui dépendaient de ces informations. Marine, Hélène, l'avenir de l'entreprise, tout était en jeu. Il envoya un dernier message à Marine. Changement de plan. Je ne viendrai pas travailler demain. Cherchez dans votre tiroir droit à l'intérieur du livre vert de comptabilité. Gardez-le en sécurité. Ensuite, il éteignit son téléphone et retira la carte SIM, la brisant en petits morceaux. Il mit son sac à dos sur ses épaules
et jeta un dernier regard à son appartement, sachant qu'il ne pourrait pas y revenir de sitôt. Dans l'ascenseur, il rencontra sa voisine, Madame Amélie, promenant son chien comme elle le faisait à chaque aube. « Tu sors si tard, mon petit ?»« Juste une urgence familiale, Madame Amélie, » répondit-il avec un sourire forcé. « Je reviendrai bientôt. » Mais en marchant dans la rue obscure, Lucas savait que bientôt pourrait être beaucoup plus long que quiconque ne l'imaginait. Les informations qu'il transportait étaient de la dynamite pure, capable de faire exploser les fondations de l'un des plus grands empires commerciaux du pays. Dans son bureau vide, l'ordinateur de Lucas continuait de clignoter avec des messages d'accès à distance. Sur l'écran, un dernier message planait comme une menace silencieuse. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de commencer. » Le lendemain matin, Marine arriva plus tôt au travail, son cœur battant rapidement tandis qu'elle ouvrait le tiroir droit de son bureau. Elle trouva le livre vert de comptabilité exactement où Lucas l'avait indiqué. À l'intérieur, un petit dispositif de stockage était soigneusement caché entre les pages. Ses mains tremblaient tandis qu'elle connectait le dispositif à l'ordinateur. Les fichiers étaient organisés méthodiquement, avec des dossiers datés et nommés avec précision. Plus elle lisait, plus son expression se transformait en un mélange d'horreur et d'indignation. « Vous avez déjà vu ?» Hélène entra dans le bureau sans frapper, son visage habituellement composé trahissant des signes d'inquiétude. « Lucas a disparu, » répondit Marine, tournant l'écran pour qu'Hélène puisse voir. « Mais il a laissé tout ça. C'est incroyable. » Hélène ferma la porte et s'assit, ses yeux parcourant rapidement les informations à l'écran. Les rapports d'impact environnemental tous manipulés, les brevets vendus, des millions détournés vers des comptes offshore. Et il y a plus, Marine ouvrit un dossier spécifique. Saviez-vous que Biofert, l'entreprise responsable de la technologie de fertilisation que j'ai utilisée, a été secrètement achetée par Solutions Durables Mondiale il y a 6 mois? Hélène écarquilla les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que techniquement, Marine caressa inconsciemment son ventre. L'entreprise a des droits légaux sur la technologie utilisée pour ma grossesse. Ils peuvent utiliser cela comme levier dans tout futur différent. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Gaël entra, son visage pâle. Lucas n'est pas venu travailler aujourd'hui, et je viens de recevoir un appel très intéressant de Béatrice Moreau. Béatrice Moreau, la journaliste d'investigation? Hélène se leva, alarmée. Elle prépare une série de reportages sur les incohérences dans les rapports de durabilité de l'entreprise, expliqua Gaël, fermant la porte derrière lui. Apparemment, quelqu'un lui fournit des documents depuis des mois. Marine et Hélène échangèrent des regards significatifs. Sophie avait mentionné des contacts dans la presse, mais n'avait pas révélé de nom. Combien de temps avons-nous? Avant que le premier reportage ne soit diffusé, demanda Marine. 3 jours, répondit Gaël, passant sa main dans ses cheveux d'un geste nerveux. Et elle a tout, absolument tout, y compris des emails de mon père autorisant la vente de brevets. Le silence qui suivit fut interrompu par le son doux d'une notification sur le téléphone d'Hélène. C'était un message de Sophie. Réunion. Extraordinaire du conseil convoqué pour demain. Auguste sait. Comment l'a-t-il découvert? Murmura Marine, mais sa question trouva réponse dans le bruit de pas lourds dans le couloir. La porte du bureau s'ouvrit pour la 3e fois, révélant la silhouette imposante d'Auguste Tournier. À 65 ans, le patriarche de la famille dégageait encore une aura d'autorité absolue. Ses yeux froids parcoururent la pièce, s'attardant un moment sur l'écran de l'ordinateur de Marine qui affichait toujours les fichiers incriminants. « Alors, c'est ici que la conspiration se réunit », dit-il, sa voix contrôlée mais chargée de menaces. « Je pensais t'avoir enseigné, Gaël, que la loyauté familiale passe avant tout. »« Loyauté envers quoi, père ?» répondit Gaël, se plaçant instinctivement entre Auguste et Marine. « Des mensonges, des décennies de sabotage du véritable progrès ?» Auguste sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le progrès? Tu penses que ces idées révolutionnaires nous auraient maintenus au sommet? La durabilité réelle est coûteuse, fils. Notre marque survit parce que nous savons équilibrer apparence et réalité. Votre marque survit grâce à la fraude, » intervint Hélène, sa voix tranchante. « Et cela se termine maintenant. »« Ah, vraiment ?» Auguste haussa un sourcil. « Et qui va m'en empêcher? Une journaliste ambitieuse? Un stagiaire en fuite? Ou peut-être
Ses yeux se fixèrent sur Marine, une ex-belle-fille enceinte qui aurait dû rester à la cantine. L'air dans la pièce devint électriquement chargé. Marine se leva lentement, une main protectrice sur son ventre. « Non, monsieur Tournier, ce qui va vous arrêter, c'est la vérité. Et elle arrive, que vous le vouliez ou non. » Auguste fit un pas vers elle, mais Gaël se plaça sur son chemin. Père et fils se dévisagèrent, des années de tension non résolues cristallisées dans ce moment. « Demain, au conseil, dit finalement Auguste, reculant vers la porte. Nous verrons qui contrôle réellement cette entreprise. Avant de sortir, il jeta un dernier regard au groupe. Et je suggère que ce stagiaire se montre pour son propre bien. Après son départ, le silence pesa dans la pièce pendant plusieurs secondes. Ce fut Hélène qui finalement le brisa. Nous avons jusqu'à demain pour tout organiser, dit-elle, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. Marine, vous avez le dispositif que Lucas a laissé. Gaël, vous avez accès au registre du conseil. Et moi, elle sourit avec détermination. J'ai un dernier as dans ma manche. Marine regarda par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait, au-delà du bureau. Quelque part là-bas, Lucas était caché, portant avec lui plus de preuves qu'il ne l'imaginait. À un autre endroit, Béatrice Moreau préparait ses reportages explosifs. Et ici, dans cette pièce, 3 personnes se préparaient à affronter une bataille qui changerait non seulement leur vie, mais l'avenir de tout un secteur d'activité. La salle du Conseil de solutions durables mondiales était un monument à l'opulence corporative. Une table ovale en acajou massif dominait l'environnement, entourée de chaises en cuir italien et de murs revêtus de panneaux de bois noble. Ce matin-là, la climatisation semblait travailler plus intensément que d'habitude, comme si elle tentait de dissiper la tension palpable qui flottait dans l'air. Marine arriva tôt, choisissant une place stratégique qui lui permettait d'observer tous les présents. Son tailleur bleu marine dissimulait sa grossesse, mais ne parvenait pas à cacher complètement l'éclat déterminé dans ses yeux. Hélène s'assit à ses côtés, élégante comme toujours dans un ensemble blanc impeccable, un dossier de documents soigneusement positionné devant elle. Les conseillers arrivèrent un par un, visage sérieux, expression calculée, conversation chuchotée. Albert Mendes, le conseiller le plus ancien, lança un regard dédaigneux en direction de Marine, visiblement gêné par sa présence dans cet environnement traditionnellement masculin. Gaël entra accompagné de Sophie, provoquant immédiatement un murmure. L'ex-épouse du patriarche n'avait pas mis les pieds dans cette salle depuis plus d'une décennie, et sa présence était comme un présage de changements sismiques à venir. Auguste Tournier fut le dernier à entrer, ponctuellement à 9 heures. Son costume gris impeccable et sa posture autoritaire contrastaient avec une pâleur inhabituelle sur son visage. Il occupa sa chaise à la tête de la table, ignorant délibérément la présence de Sophie. « Messieurs les conseillers », commença Auguste, sa voix contrôlée, « cette réunion extraordinaire a été convoquée pour discuter d'une série de allégations infondées sur notre gestion. Mais avant que nous ne perdions du temps avec cela, j'ai une annonce importante. » Il fit un geste et son assistant distribua des dossiers aux personnes présentes. Le contrat avec le Consortium international de l'énergie est finalisé. 3 milliards d'euros, messieurs. Le plus grand accord de l'histoire de cette entreprise. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Marine remarqua le sourire satisfait d'Albert Mendes qui se préparait déjà à parler. Avec tout le respect, interrompit Hélène, sa voix claire et ferme, mais ce contrat doit être réévalué à la lumière de nouvelles informations. Quelles informations? Interrogea Albert, son ton condescendant. Hélène ouvrit son dossier et commença à distribuer des documents. Des preuves que notre entreprise a systématiquement saboté de véritables innovations durables en faveur de projets superficiels. Des preuves de vente illégale de brevets, des rapports environnementaux falsifiés. Absurde. Auguste frappa la table. C'est clairement une tentative de déstabiliser l'entreprise à la veille de notre plus grand triomphe. Vraiment? Sophie se manifesta finalement, sa voix chargée d'ironie. Je suppose donc que ces emails autorisant la vente secrète de brevets à des concurrents sont des falsifications. Le visage d'Auguste devint encore plus pâle quand il vit les impressions être distribuées. C'est confidentiel. Comme vous le savez bien, intervint Gaël, il n'existe pas de confidentialité pour les actes illégaux. Albert. Mendes se leva, son visage rouge d'indignation.
C'est ridicule. Allons-nous vraiment écouter les accusations une employée de la cantine? Ex-employée de la cantine, corrigea calmement Marine, se levant. Actuelle directrice de l'innovation durable. Eh oui, vous allez m'écouter. Elle connecta son ordinateur portable au projecteur de la salle. Sur l'écran commencèrent à apparaître des graphiques, des documents et des registres méticuleusement organisés par Lucas. Au cours des 7 dernières années, plus de 50 projets révolutionnaires de durabilité ont été enterrés par cette direction. Des technologies qui auraient pu transformer non seulement notre entreprise, mais le monde. Les images continuaient de défiler. Projets de purification d'eau, système d'énergie renouvelable, technologie de reboisement, tous marqués comme archivés ou rejetés. Et le plus intéressant, ajouta Hélène, c'est que beaucoup de ces technologies sont mystérieusement apparues dans des entreprises concurrentes quelques mois plus tard, générant des millions en profits qui ne sont jamais arrivés à nos actionnaires. Le silence dans la salle était assourdissant. Certains conseillers feuilletaient les documents avec des expressions de préoccupation croissante. D'autres échangeaient des regards nerveux. « Messieurs », Auguste tenta de reprendre le contrôle, « tout ceci a une explication parfaitement raisonnable. Dans un marché compétitif, Béatrice Moreau ne trouvera rien de raisonnable, » interrompit Sophie. Surtout considérant qu'elle diffusera cette histoire dans moins de 48 heures. La mention du nom de la journaliste provoqua un nouveau murmure dans la salle. La réputation de Béatrice en tant que reporter d'investigation était légendaire, et ses reportages avaient déjà fait tomber des dirigeants très puissants. « Il y a plus », continua Marine, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Nous avons des raisons de croire que la disparition récente de notre analyste informatique n'était pas accidentelle. » À ce moment, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. À la surprise de tous, Lucas entra, accompagné de 2 avocats et portant une mallette. L'apparition soudaine de Lucas causa un tumulte momentané dans la salle du conseil. Le jeune analyste semblait fatigué mais déterminé, portant encore les mêmes vêtements que 3 jours auparavant. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Marine, transmettant un message silencieux de confiance. « Messieurs, » l'un des avocats qui l'accompagnait prit la parole, « je suis Richard Vaillant, de la Commission des opérations de bourse. Mon client, M. Lucas Olivier, nous a contactés avec des preuves substantielles de pratiques irrégulières dans cette entreprise. » Auguste Tournier se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol en marbre. « C'est un outrage, une invasion, c'est curie. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, » intervint le second avocat, sa voix calme mais autoritaire. Toute tentative d'obstruction à ce stade ne ferait qu'aggraver la situation. Lucas marcha jusqu'au centre de la salle, connectant son propre dispositif au projecteur. Durant mon enquête, j'ai découvert quelque chose d'encore plus troublant que la vente de brevets. L'écran montra une série de documents financiers complexes. L'entreprise n'a pas seulement vendu des innovations durables, elle a activement saboté des initiatives environnementales dans des communautés vulnérables. Un murmure de choc parcourut la salle. Hélène échangea un regard significatif avec Sophie, qui acquiesça discrètement. Les fonds qui auraient dû être destinés à des projets de développement durable ont été détournés vers des comptes offshore, continua Lucas. Pendant ce temps, des communautés qui dépendèrent de ces projets sont restées exposées à des conditions environnementales précaires. Albert Mendès se leva, son visage rouge de fureur. « C'est absurde. Une conspiration orchestrée par une ex-employée rancunière et un stagiaire délirant. » « Ex-stagiaire, » corrigea calmement Lucas. « Et je ne suis pas délirant. Je suis très bien conseillé. » Il fit un geste en direction des avocats. « Tout comme toutes les ONG et communautés affectées par vos décisions. » Gaël, qui était resté silencieux jusque-là, se leva. « En tant que PDG de cette entreprise, je propose un vote immédiat pour l'éloignement de l'actuel conseil d'administration et la formation d'une commission indépendante de restructuration. »« Tu ne peux pas faire ça, » vociféra Auguste. « Je suis ton père. Cette entreprise est mon héritage. »« Exactement, père, » répondit Gaël, sa voix chargée d'émotions contenues. « Votre héritage. Et il est temps que nous décidions quel type d'héritage nous voulons laisser à la prochaine génération. » Son regard se porta brièvement sur le ventre de Marine. Hélène se leva, sa posture élégante contrastant avec la tension du moment. « J'ai ici, » elle leva un dossier,
Des procurations d'actionnaires représentant 43% des actions de l'entreprise. Ajoutées aux actions de la famille Tournier sous le contrôle de Gaël et Sophie, nous avons la majorité pour approuver tout changement nécessaire. Auguste s'effondra sur sa chaise, paraissant soudainement beaucoup plus âgé. « Tu as planifié cela depuis le début », murmura-t-il, regardant Hélène. « Non », répondit-elle doucement. « J'ai simplement donné aux bonnes personnes l'opportunité de faire ce qui est juste. » Le reste de la réunion se déroula comme dans un rêve fiévreux. Des votes furent réalisés, des documents furent signés, des démissions furent présentées. Albert Mendes et d'autres conseillers alignés sur Auguste quittèrent la salle en silence, escortés par des agents de sécurité. Quand tout fut terminé, Marine se retrouva seule dans la salle avec Gaël. Le soleil du matin entrait par les immenses fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. « Alors, dit-elle après un long silence, que se passe-t-il maintenant ?» Gaël s'approcha d'elle lentement. « Maintenant, nous commençons à reconstruire. Pas seulement l'entreprise, mais... » Il hésita, ses yeux rencontrant les siens. Peut-être d'autres choses aussi. Marine sentit son bébé bouger, comme s'il répondait aux paroles de son père. « Ce sera un chemin difficile. »« Oui, » acquiesça-t-il. « Mais pour la première fois depuis longtemps, c'est le bon chemin. » À l'extérieur de la salle, Hélène observait la scène à travers la vitre. Sophie s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu savais que cela arriverait quand tu l'as embauché pour la cantine ?» demanda Sophie. Hélène sourit énigmatiquement. « Disons que j'avais un fort pressentiment sur le pouvoir des recommencements. » Lucas passa devant elle, portant sa mallette. « Mesdames, » il fit un signe de tête, « j'ai une réunion avec la commission des opérations de bourse. » Et après une interview très intéressante avec Béatrice Moreau. « Lucas » l'appela Hélène, « merci de ne pas avoir abandonné. » Le jeune analyste ajusta ses lunettes, un petit sourire sur ses lèvres. « Certaines choses sont plus grandes que notre peur, n'est-ce pas ?» Les semaines qui suivirent la réunion du Conseil furent intenses. Solutions durables mondiales traversait la plus grande transformation de son histoire et Marine était au centre de tout. Son bureau s'était transformé en un quartier général de changement, avec des plans et des projets, couvrant chaque surface disponible. Les rapports de l'audit externe sont arrivés, annonça Hélène, entrant dans la pièce avec une pile de documents. Comme nous nous y attendions, le problème est encore plus profond que ce que nous imaginions. Marine laissa échapper un soupir fatigué, s'ajustant dans son fauteuil. Sa grossesse était maintenant plus visible, entrant dans le 4e mois, et elle se surprenait souvent à caresser son ventre en analysant des documents. « Combien avons-nous perdu en projets mis au placard ?» demanda-t-elle, prenant le premier rapport. « L'estimation initiale est de plus de 500 millions en technologie. »« Qui pourrait être opérationnel aujourd'hui ?» répondit Hélène s'asseyant. « Mais le coût réel en termes d'impact environnemental et social, c'est incalculable. » La porte s'ouvrit à nouveau, et Sophie entra, accompagnée d'une femme à la présence marquante. Béatrice Moreau, la journaliste d'investigation, portait une tablette et arborait une expression déterminée. « Madame Duval, » salua Béatrice à Marine, « votre histoire provoque un impact sans précédent. La série de reportages sur la transformation de l'entreprise a déjà atteint plus de 10 millions de vues. »« Marine, s'il vous plaît, » corrigea-t-elle doucement. « Et l'impact et le mérite de nous tous, y compris le vôtre, Béatrice. Votre couverture a été fondamentale pour maintenir la transparence du processus. Le public est fasciné, » continua Béatrice, consultant sa tablette, « surtout après que nous avons révélé les projets qui étaient mis au placard. L'idée de purification, d'eau utilisant la biotechnologie, cela pourrait révolutionner l'accès à l'eau potable dans les communautés défavorisées. »« Et ça va révolutionner, » intervint une voix masculine. Gaël entra dans la pièce, portant un dossier avec le logo du nouvel Institut international pour le progrès durable. Le Conseil vient d'approuver le budget pour la mise en œuvre immédiate des 5 premiers projets. Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était un de ses projets originaux, développés des années auparavant, qui sortaient enfin du papier. Lesquels ont été approuvés? Gaël ouvrit le dossier, un sourire sincère illuminant son visage. Le système de purification d'eau, évidemment. Le projet d'énergie solaire mobile pour les communautés isolées. Le programme de biotechnologie pour la récupération des sols contaminés. Le système de surveillance atmosphérique pour les écoles et
Il fit une pause dramatique. Le projet d'urbanisme régénératif qui va transformer 3 communautés côtières en modèle de durabilité. Hélène sourit, satisfaite. La transformation ne fait que commencer. Avec la nouvelle structure de l'Institut, nous aurons une autonomie totale pour mettre en œuvre ces projets sans ingérence corporative. « Et comment va votre père » demanda doucement Marine à Gaël. Son sourire diminua un peu. Il s'adapte. La maison de campagne a été un bon endroit pour réfléchir. Et étonnamment, il a montré de l'intérêt pour suivre le développement, ça des projets. De loin. Parfois, nous devons nous éloigner pour voir le tableau d'ensemble, commenta Sophie, sa voix chargée de sa propre expérience. Béatrice prit quelques notes sur sa tablette. Et concernant les employés, comment se passe la transition? Étonnamment bien, répondit Hélène. Lucas a été fondamental dans ce processus. Il a établi un système de communication interne qui permet à n'importe quel employé de soumettre des idées et des projets directement pour évaluation. En parlant de Lucas, sourit Marine, il a accepté la promotion au poste de directeur de veille, la technologie et de l'innovation numérique. Pas mal pour un ex-stagiaire, n'est-ce pas? Le groupe rit mais fut interrompu par un coup à la porte. Une jeune assistante entra portant une grande enveloppe. « Excusez-moi de vous interrompre, mais ceci vient d'arriver pour Madame Duval. Je veux dire, Marine. C'est du laboratoire Biofer. » Marine prit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. Depuis la découverte que l'entreprise avait été achetée par Solutions Durables Mondiales, elle attendait anxieusement des nouvelles sur la situation légale de son traitement de fertilisation. « Voulez-vous que nous sortions » offrit gentiment Hélène. « Non, » répondit Marine ouvrant l'enveloppe. « Vous êtes ma famille maintenant. Vous tous. » Elle lut rapidement le document, ses yeux se remplissant de larmes. Gaël s'approcha, inquiet. « Que dit-il »« Biofert, » commença Marine, sa voix émue, transfère officiellement tous les droits de la technologie de fertilisation à l'Institut pour être utilisés dans un nouveau programme de soutien aux familles qui ont besoin de traitements de fertilité. C'est... Béatrice commença à taper furieusement sur sa tablette. C'est incroyable. Une histoire de transformation d'entreprise qui devient une histoire de transformation sociale. Sophie s'approcha de Marine, posant une main douce sur son épaule. Et cet enfant, dit-elle indiquant le ventre de Marine, sera le symbole vivant de cette transformation. Marine regarda par la fenêtre de son bureau, observant le coucher de soleil teinter le ciel de tons dorés. Quelque part là-bas, ces idées commençaient à prendre vie, transformant des communautés, purifiant l'eau, nettoyant l'air. Et là, à l'intérieur d'elle, grandissait une nouvelle vie qui représentait tout ce pourquoi il s'était battu. Espoir, renouveau et la promesse d'un avenir meilleur. L'auditorium principal de Solutions Durables Mondiales était comble pour le lancement officiel de l'Institut international pour le progrès durable. Cadres, environnementalistes, représentants de communautés et journalistes s'installaient dans les sièges, créant un bourdonnement d'attente. Dans la loge improvisée, Marine ajustait sa robe vert émeraude, choisie spécialement pour l'occasion. Son ventre de 5 mois était maintenant un symbole visible de la transformation que l'entreprise avait traversée. « Vous êtes prête ?» demanda Hélène, entrant dans la loge avec une tablette dans les mains. Les transmissions en direct c'est déjà commencé sur 3 continents. « Presque, » répondit Marine, respirant profondément. « Commençons les préparatifs à Rome et Mumbai. Parfaitement synchronisés. Les centres régionaux sont prêts pour l'annonce simultanée. » Hélène fit une pause, souriant. « Sophie vient d'appeler de Lagos. L'accueil là-bas est encore plus important que ce que nous espérions. » Lucas frappa à la porte, entrant ensuite. Son nouveau costume et sa posture confiante reflétèrent sa nouvelle position dans l'entreprise. Les systèmes sont tous connectés. Transmission en temps réel garantie pour plus de 50 pays. « Et le projet spécial ?» demanda Marine, un éclat d'anticipation dans ses yeux. « Prêt pour le grand moment », confirma Lucas, ajustant ses lunettes avec un sourire. Gaël fut le dernier à entrer dans la loge. Il venait de revenir d'une visite à son père à la maison de campagne. Il a envoyé ceci, dit-il, tendant une petite enveloppe à Marine. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Auguste Tournier, plus jeune, aux côtés de son épouse, Sophie tenant un projet initial de l'entreprise. Au verso, un message écrit à la main, pour le véritable avenir de la durabilité. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre.
Marine sentit ses yeux se remplir de larmes, mais les contint rapidement. Son maquillage devait rester intact pour les caméras. « Il est l'heure », annonça doucement Hélène. Le groupe se dirigea vers les coulisses de l'auditorium. Sur scène, un grand écran affichait des images des 3 centres régionaux de l'Institut, Rome, Mumbai et Lagos. Béatrice Moreau, qui présenterait l'événement, était déjà positionnée au centre de la scène. « Mesdames et messieurs », la voix de Béatrice résonna dans l'auditorium. « Bienvenue au lancement officiel de l'Institut international pour le progrès durable. » Les lumières s'adoucirent et une vidéo commença à être projetée sur l'écran principal. Des images de communautés en transformation, d'eau purifiée, d'enfants respirant un air pur, dans des écoles nouvellement équipées des systèmes de surveillance atmosphérique. « Il y a 6 mois, continua Béatrice, nous avons été témoins du début d'une révolution dans le monde des entreprises. Aujourd'hui, nous célébrons ces premiers fruits. » Marine sentit la main de Gaël trouver la sienne dans l'ombre des coulisses. Le toucher était doux, plein de promesses non dites d'un avenir partagé. « Et maintenant, » annonça Béatrice, « c'est avec un grand honneur que j'accueille. Sur scène, l'architecte de cette transformation, notre directrice-présidente Marine Duval. » Les applaudissements étaient assourdissants lorsque Marine monta sur scène. Sous les projecteurs, elle pouvait voir des visages familiers dans le public, des employés de l'ancienne cantine, des ingénieurs qui avaient soutenu ses idées. En secret, des représentants des communautés qui commençaient déjà à bénéficier des projets de l'Institut. « Il y a 7 ans, commença-t-elle, sa voix claire et ferme, j'avais un rêve de transformation. Aujourd'hui, ce rêve n'est plus seulement le mien, c'est le nôtre, à nous tous. » D'un geste, elle activa le projet spécial préparé par Lucas. Au plafond de l'auditorium, une projection tridimensionnelle commença à se former. Un globe terrestre parsemé de petites lumières, chacune représentant un projet de l'Institut en développement. Ces lumières que vous voyez ne sont pas seulement des points sur la carte. Ce sont des espoirs qui se réalisent, des vies qui se transforment, des avenirs qui se construisent. La projection se concentra sur une communauté côtière spécifique, montrant en temps réel les données de purification d'eau et de régénération environnementale. « Et ce n'est que le début », continua Marine, sa main reposant doucement sur son ventre. Parce que le véritable progrès durable ne concerne pas seulement la technologie ou les profits. Il concerne les personnes, l'avenir que nous voulons construire pour les prochaines générations. Sur les écrans latéraux, des images en direct des centres de Rome, Mumbai et Lagos montraient des foules assistant à la transmission sur des places publiques. Le monde entier semblait connecté à ce moment, uni par un objectif commun. Aujourd'hui, conclut Marine, sa voix chargée d'émotion, nous ne lançons pas seulement un institut, nous lançons une nouvelle ère de collaboration mondiale, une ère où la durabilité n'est pas seulement un mot de marketing, mais une réalité vécue par tous. Les applaudissements qui suivirent étaient plus qu'une ovation. Ils étaient un engagement collectif envers cette nouvelle vision de l'avenir. Dans les coulisses, Hélène embrassa Sophie, qui venait de revenir de Lagos. Lucas souriait, fier du spectacle technologique qu'il avait aidé à créer. Et Gaël. Gaël observait Marine avec un regard qui mêlait admiration, amour et une certitude croissante que certains recommencements sont en réalité les meilleurs commencements. Le succès du lancement de l'Institut apporta une vague de changements positifs, mais aussi de nouveaux défis. Marine, maintenant dans son 6e mois de grossesse, était dans son bureau à réviser des rapports lorsque Hélène fit irruption par la porte, son visage habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Nous avons un problème », annonça Hélène, posant sa tablette sur le bureau. La communauté de Ville-Maritime connaît une crise environnementale grave. Le système de traitement d'eau local s'est effondré après les dernières pluies. Marine se redressa immédiatement dans son fauteuil, ses yeux parcourant rapidement les données sur la tablette. Ville-Maritime était l'une des premières communs. Je continue la traduction française de l'histoire, en adaptant les noms des personnages et des lieux pour leur donner une sonorité française. Ville-Maritime était l'une des premières communautés choisies pour recevoir le projet d'urbanisme régénératif de l'Institut. « Combien de personnes ont été affectées ?» demanda-t-elle, actionnant déjà l'interphone. « Environ 3000 familles, » répondit Hélène. « Le maire local est en panique. Si nous n'agissons pas rapidement, tout le projet de revitalisation pourrait être compromis. » Lucas entra dans la pièce à ce moment-là, déjà avec son ordinateur portable ouvert.
Je viens de recevoir les données des capteurs environnementaux que nous avons installés dans la région. La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. L'effondrement du système de traitement a exposé une contamination antérieure qui était cachée. Nous devons agir immédiatement, déclara Marine, se levant. Lucas, déclenchez le protocole d'urgence que nous avons développé. Hélène, préparez le communiqué pour la presse. Je vais personnellement coordonner l'opération. Marine, Gaël apparut à la porte, son expression préoccupée. Êtes-vous sûr, dans votre état? C'est précisément parce que je suis enceinte que je dois y aller, répondit-elle fermement. Chaque enfant dans cette communauté mérite la même chance d'un avenir sain que notre bébé aura. Dans les heures qui suivirent, une opération impressionnante commença à se dérouler. Des unités mobiles de purification d'eau, développées à partir du projet original de Marine, furent envoyées à Ville-Maritime. Des équipes techniques furent mobilisées et un centre de commandement temporaire fut établi sur place. Marine coordonnait tout depuis le centre d'opération improvisé dans la communauté. Sa présence physique sur place eut un impact immédiat sur le moral des résidents et des équipes de travail. Vêtue d'un gilet de sécurité adapté à sa grossesse, elle se déplaçait entre les équipes, vérifiant les données, ajustant les stratégies et surtout écoutant les besoins de la communauté. Madame Marine, Madame Zélie, l'une des leaders communautaires, s'approcha les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais imaginé voir une cadre enceinte ici, dans la boue, aidant notre peuple. » Marine sourit, prenant les mains calleuses de la dame entre les siennes. « Madame Zélie, je ne suis pas seulement une cadre. Je suis quelqu'un qui croit que la vraie transformation se produit sur le terrain, pas dans des salles de réunion climatisées. » L'opération se prolongea toute la nuit. Des générateurs d'énergie solaire fournissaient l'éclairage pour le travail continu. Lucas coordonnait la partie technique, ses doigts volant sur le clavier, tandis qu'il surveillait les niveaux de purification en temps réel. Hélène organisait la logistique, s'assurant que les fournitures et l'équipement arrivent là où ils étaient nécessaires. Gaël alternait entre aider aux opérations et s'assurer que Marine se repose suffisamment, lui apportant régulièrement de l'eau et des collations nutritives. Vers minuit, les premiers résultats positifs commencèrent à apparaître. Les niveaux de contamination diminuaient constamment et le nouveau système de traitement fonctionnait au-delà des attentes. « C'est incroyable », commenta Lucas, montrant les données sur son ordinateur portable. « Le système ne se contente pas de nettoyer l'eau actuelle. Il inverse des années de contamination accumulées. Parce que nous traitons enfin la cause, pas seulement les symptômes, » répondit Marine, caressant son ventre tout en observant les graphiques. C'est ainsi que le vrai changement se produit. Le lendemain matin, Béatrice Moreau arriva sur place pour une couverture spéciale. Les images de l'opération, montrant la directrice présidente enceinte travaillant côte à côte avec la communauté, firent le tour du monde. « Ce n'est pas une action marketing », commenta Béatrice lors de sa transmission en direct. « C'est un nouveau modèle de gestion d'entreprise où la responsabilité sociale et environnementale ne sont pas juste de jolis mots dans des rapports annuels. » Mais tout n'était pas rose. Pendant l'opération, Marine remarqua quelque chose d'inquiétant. Sa respiration était plus difficile que la normale. L'air dans la région, même avec les améliorations récentes, portait encore des niveaux significatifs de pollution. Hélène fut la première à remarquer son inconfort. « Marine, vous devez prendre soin de vous. Nous ne pouvons pas risquer votre santé ou celle du bébé. »« Je vais bien », insista Marine, mais sa voix trahissait un léger sifflement. « D'ailleurs, cela prouve seulement que nous devons accélérer le programme de surveillance atmosphérique. Si cela m'affecte, imaginez les enfants qui vivent ici tous les jours. » Gaël, observant la scène de loin, fit une note sur son téléphone. Une idée commençait à se former dans son esprit. Quelque chose qui pourrait transformer cette crise en une opportunité encore plus grande de changement. Une semaine après la crise à Ville-Maritime, Marine était en repos forcé dans son appartement, suivant des ordres médicaux stricts. L'épisode respiratoire avait été un avertissement qui ne pouvait être ignoré, mais son esprit continuait à travailler activement sur de nouvelles solutions. Sa chambre s'était transformée en un bureau improvisé, avec des ordinateurs portables, des tablettes et des projets éparpillés sur le lit. Hélène, qui s'était pratiquement installée dans l'appartement pour l'aider, entra portant un plateau avec du thé et des biscuits intégraux. « J'ai des nouvelles »,
annonça Hélène, plaçant le plateau sur la table de chevet. Le Conseil a approuvé à l'unanimité votre proposition pour le programme mondial de surveillance de l'air dans les écoles. Marine sourit, s'ajustant contre les oreillers. Excellent. Et les capteurs biologiques? Lucas finalise les prototypes. L'idée d'utiliser des plantes modifiées comme indicateur naturel de la qualité de l'air est brillante. Les enfants vont adorer s'occuper des jardins sentinelles. À ce moment, Sophie entra dans la chambre portant un ancien dossier. « Regarde ce que j'ai trouvé dans les archives de l'entreprise », dit-elle, s'asseyant au bord du lit. « Vos projets originaux de biotechnologie environnementale. Certains d'entre eux sont parfaitement applicables à ce que nous faisons maintenant. » Marine prit le dossier avec affection, feuilletant les pages jaunies. C'est incroyable comme tout est connecté. Ces idées qui semblaient utopiques il y a 7 ans sont maintenant exactement ce dont nous avons besoin. Gaël arriva peu après, apportant une surprise, Auguste Tournier. Le patriarche semblait plus petit d'une certaine façon, plus humble, mais ses yeux brillaient d'un intérêt authentique que Marine n'avait jamais vu auparavant. « Marine, commença Auguste hésitant, j'ai lu ce qui s'est passé à Ville-Maritime. Comment vous avez personnellement dirigé l'opération, même enceinte ?» Il fit une pause, choisissant ses mots. « Cela m'a fait beaucoup réfléchir à ce que signifie vraiment laisser un héritage. »« Père, » intervint Gaël, mais Auguste leva la main demandant à continuer. « J'ai passé des décennies à construire une entreprise focalisée sur les profits immédiats, ignorant le véritable potentiel de transformation que nous avions entre les mains. Mais vous, » il regarda Marine et Gaël, « vous construisez quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui durera bien au-delà de nous. » Hélène observait la scène avec intérêt, remarquant comment les dynamiques familiales complexes commençaient à se réorganiser en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. « Monsieur Tournier, » dit doucement Marine, « il n'est jamais trop tard pour faire partie de cette transformation. »« C'est pourquoi je suis ici, » répondit Auguste, sortant une enveloppe de sa poche. « Je veux donner ma maison de campagne pour qu'elle devienne le premier centre de recherche et développement de l'Institut. Ce sont 50 hectares de terre, avec des sources et une forêt préservée. L'endroit parfait pour tester et développer de nouvelles technologies environnementales. » Le silence qui suivit fut rompu par le son de l'ordinateur portable de Marine notifiant un appel vidéo. C'était Lucas, transmettant directement depuis le laboratoire. « Désolé d'interrompre, » dit-il, ajustant ses lunettes, « mais vous devez voir ça. Les résultats des tests avec les plantes biomoniteurs sont encore meilleurs que ce que nous espérions. » L'écran montra des images de petites plantes qui changeaient subtilement de couleur en réponse à différents niveaux de pollution. C'était beau et, en même temps, profondément fonctionnel. « Imaginez, » continua Lucas, enthousiaste, « chaque école avec son propre jardin sentinelle. Des enfants apprenant sur l'environnement tout en aidant à surveiller la qualité de l'air qu'ils respirent. Et pas seulement des écoles, » ajouta Marine, ses yeux brillants d'inspiration. Nous pourrions créer un réseau global de biosurveillance. Parcs, places, communautés. Un système vivant de protection environnementale, compléta Sophie, souriant. Auguste observait tout avec une expression d'admiration croissante. « Comment ai-je pu être si aveugle pendant si longtemps ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Gaël posa une main sur l'épaule de son père. « L'important est que maintenant vous voyez. » Marine ferma les yeux un moment, sentant son bébé bouger. C'était comme si l'enfant participait aussi à ce moment de transformation, cette convergence improbable de personnes et d'idées qui changeait non seulement une entreprise, mais toute une vision de l'avenir. « Vous savez, » dit-elle, ouvrant les yeux et regardant chaque personne dans la chambre, « cela me fait penser à quelque chose que j'ai appris à la cantine. Parfois, les meilleures recettes naissent quand on mélange des ingrédients inattendus. » Hélène rit doucement. « Et parfois, les meilleurs avenirs naissent quand des personnes improbables décident de travailler ensemble. » Le groupe continua à discuter de plans et de possibilités jusqu'à tard dans la nuit. Sur la table de chevet, le thé refroidissait, oublié, mais personne ne s'en souciait. Ils étaient tous absorbés par l'énergie du moment, par la sensation qu'ils construisaient réellement quelque chose d'extraordinaire. Le documentaire « Renaissance verte, la révolution silencieuse » fut présenté en avant-première lors d'un événement spécial dans l'auditorium principal de l'Institut. Marine, maintenant dans son 7e mois de grossesse, regardait avec un mélange d'émotion et de surprise
tandis que Béatrice Moreau narrait l'histoire de la transformation de solutions durables mondiales. Les images à l'écran étaient puissantes. Marine servant des repas à la cantine, la confrontation au conseil, l'opération à Ville-Maritime. Mais c'étaient les histoires personnelles qui touchaient le plus le public. Des témoignages de résidents des communautés bénéficiaires, d'enfants prenant soin des jardins sentinelles dans les écoles, d'employés relatant le changement dans la culture d'entreprise. C'est incroyable comme tout a changé en si peu de temps, commenta Hélène assise à côté de Marine. Le documentaire a déjà plus de 50 millions de vues en ligne et il n'a même pas été officiellement lancé. À l'écran, Lucas apparaissait, expliquant le fonctionnement des capteurs biologiques à un groupe d'étudiants. Sa transformation de stagiaire timide à directeur respecté était l'une des histoires préférées du public. Madame Duval, une voix enfantine, appela pendant la session de questions après la projection. C'était Anna, une fillette de 10 ans de Ville-Maritime. Pensez-vous que votre bébé voudra aussi s'occuper des plantes sentinelles? La question provoqua des sourires dans l'auditoire. Marine caressa son ventre avant de répondre. Anna, j'en suis certaine. Et sais-tu pourquoi? Parce que des enfants comme toi montrent ça montre à quel point il est important de prendre soin de notre planète. Béatrice Moreau profita du moment pour faire une annonce surprise. En parlant d'enfants et d'avenir, j'ai le plaisir de vous informer que les Nations Unies viennent d'adopter officiellement le modèle des jardins sentinelles comme référence mondiale pour l'éducation environnementale. La nouvelle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Sophie, qui avait travaillé sans relâche en coulisses pour obtenir cette reconnaissance, essuya discrètement une larme. Gaël s'approcha du microphone. Et il y a plus. À partir du mois prochain, nous commencerons la mise en place de cliniques mobiles autosuffisantes dans les régions rurales. Des unités médicales équipées d'énergie solaire, de systèmes de purification d'eau et, bien sûr, de nos jardins sentinelles. Le brouhaha d'excitation dans l'auditoire fut interrompu par un groupe d'enfants qui entra portant de petits pots avec des plantes biomoniteurs. Chaque pot avait une plaque avec le nom d'une école différente. C'est une surprise préparée par les élèves du projet pilote, expliqua Lucas, ajustant ses lunettes avec un sourire. Ils veulent te montrer comment les plantes répondent dans différentes zones de la ville. Les enfants s'approchèrent de la scène, fiers de leur jardin sentinelle. L'un d'eux, un garçon d'environ 8 ans, expliqua avec une étonnante propriété comment sa plante avait changé de couleur quand la qualité de l'air s'était améliorée dans son quartier. Marine observait la scène les yeux embués. C'était exactement ce dont elle avait rêvé. La technologie utilisée non seulement pour générer des profits, mais pour éduquer, sensibiliser et transformer des réalités. Auguste Tournier, assis discrètement au fond de l'auditorium, observait tout avec une expression pensive. À ses côtés, une journaliste prenait frénétiquement des notes. « Monsieur Tournier, demanda-t-elle à voix basse, comment vous sentez-vous en voyant votre entreprise prendre une direction si différente de celle que vous aviez planifiée ?» Auguste considéra la question un moment, ses yeux fixés sur les enfants sur scène. « Vous savez, pendant des années, j'ai pensé que je construisais un héritage. Mais maintenant, je réalise que j'accumulais seulement des chiffres sur une feuille de calcul. Ce qu'ils font, » il fit un geste en direction de la scène où Marine conversait avec animation avec les enfants. « Ça, c'est un véritable héritage. » À la fin de l'événement, tandis que l'équipe technique démontait l'équipement, Marine resta assise dans l'un des fauteuils de l'auditorium, absorbant tout ce qui s'était passé. « À quoi pensez-vous » demanda Gaël, s'asseyant à ses côtés. « À combien la vie est pleine de détours » répondit-elle en souriant. « Il y a quelques mois, je servais le déjeuner ici. Maintenant, elle fit une pause, posant la main sur son ventre. Maintenant, nous nourrissons vraiment l'avenir, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. » Hélène s'approcha avec une tablette dans les mains. Et en parlant d'avenir, nous devons discuter du lancement des cliniques mobiles. Nous avons déjà plus de 50 communautés sur la liste d'attente. Et les données de surveillance? Des écoles commencent à former une carte impressionnante de la qualité de l'air, ajouta Lucas, rejoignant le groupe. Les enfants font un travail incroyable d'enregistrement et de suivi. Marine regarda ses compagnons de voyage, ressentant une vague de gratitude. Chacun d'entre eux avait été fondamental pour transformer un rêve en réalité. Et maintenant, avec le documentaire viral et la reconnaissance internationale,
Cette réalité se répandait bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Le 8e mois de grossesse coïncida avec la phase la plus intense d'expansion de l'Institut. Le bureau de marine s'était transformé en une centrale d'opérations mondiale, avec des vidéoconférences se déroulant dans différents fuseaux horaires et une équipe croissante de professionnels dévoués. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés, annonça Hélène lors d'une réunion matinale. L'impact social des projets a dépassé toutes les attentes. Rien que le programme de purification d'eau a déjà bénéficié à plus de 100 000 personnes. Marine sourit, s'ajustant dans son fauteuil ergonomique spécial. Et les cliniques mobiles. Les 10 premières unités sont déjà en opération, répondit Lucas, projetant une carte interactive sur l'écran. Le système d'énergie solaire fonctionne parfaitement, même dans les zones reculées. Sophie, qui venait de revenir d'une visite aux centres régionaux, ajouta « La réceptivité des communautés est impressionnante. À Lagos, ils appellent les cliniques des oasis de santé. » La réunion fut interrompue par Gaël qui entra précipitamment dans la salle. « Excusez mon retard, mais je devais finaliser une surprise. » Il fit un signe et 2 assistants entrèrent portant une maquette élaborée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marine, se penchant en avant avec intérêt. « Le futur centre de recherche et développement dans l'ancienne maison de campagne, » expliqua Gaël, fier. « Architectes et ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour intégrer les technologies que nous avons développées à la structure existante. » La maquette montrait une transformation impressionnante de la propriété. La grande maison principale avait été adaptée pour des laboratoires et des salles de recherche, tandis que les jardins se transformaient en champs d'essai pour les technologies environnementales. Une zone spéciale avait été désignée pour une pépinière expérimentale de plantes biomoniteurs. Et il y a plus, continua Gaël, touchant un bouton qui illuminait différentes zones de la maquette. Nous avons installé un système de captation d'énergie solaire qui rendra le centre complètement autosuffisant. Les jardins seront irrigués avec de l'eau de pluie purifiée par notre biotechnologie. Et cette zone-là, Hélène pointa, un espace circulaire au centre du complexe. « Ah !» Gaël sourit, regardant Marine. « C'est le jardin Lune. »« Jardin Lune ?» demanda Marine, confuse. « Eh bien, Gaël semblait légèrement embarrassé. Puisque vous avez décidé d'appeler notre fille Lune, j'ai pensé que nous pourrions créer un espace spécial en son honneur. Un jardin circulaire où les enfants pourront apprendre sur les cycles de la nature, les phases de la Lune et leur influence sur l'environnement. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait encore dit à personne le nom qu'elle avait choisi pour le bébé. « Comment l'avez-vous su ?»« Vous parlez en dormant, » répondit-il avec un sourire affectueux. « La dernière fois que vous avez somnolé pendant une réunion du conseil. » La salle se remplit de rires chaleureux. Hélène profita du moment pour distribuer quelques documents. « Puisque nous parlons d'avenir, dit-elle, nous devons discuter des préparatifs pour votre congé de maternité, Marine. J'ai élaboré un plan de transition qui vous permet de suivre les projets principaux, même pendant la période de congé. Et nous avons installé un système de vidéoconférence dans votre appartement, ajouta Lucas. Vous pourrez participer aux réunions les plus importantes, sans quitter votre domicile. » Sophie observait la scène avec un sourire nostalgique. « Tu sais, Marine, quand tu as commencé à la cantine, j'avais le pressentiment que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Mais ça, » elle fit un geste vers la salle, vers la maquette, vers les rapports d'impact. Ça a dépassé toutes les attentes. Et dire que tout a commencé avec des projets mis au placard, réfléchit Hélène. Parfois, je me demande combien d'autres Marines existent là-bas, avec des idées brillantes attendant une opportunité. C'est pourquoi le centre de recherche est si important, souligna Gaël. Ce sera un espace où de nouveaux talents pourront développer leurs idées. Librement, sans barrières corporatives ou bureaucratiques. Marine caressa son ventre, sentant Lune bouger énergiquement. « Elle est agitée aujourd'hui », commenta-t-elle avec un sourire. « Probablement impatiente de connaître le jardin qui porte son nom », plaisanta Lucas, mais il y avait de la vérité dans ses paroles. Le jardin Lune serait plus qu'un hommage. Ce serait un symbole de renouveau, de cycle qui se complète et recommence. En parlant de jardin, Sophie consulta sa tablette. Les écoles demandent une expansion du programme de biosurveillance. Les enfants sont tellement engagés qu'ils ont commencé à créer leurs propres expériences. Et ce ne sont pas que les enfants, ajouta Hélène.
J'ai reçu un message intéressant de votre père, Gaël. Il a commencé un journal documentant les changements dans les plantes du jardin de la maison de campagne. Il dit qu'il apprend plus sur l'environnement à 65 ans que durant toute sa vie. La transformation d'Auguste Tournier d'homme d'affaires implacable en enthousiaste environnemental était l'une des histoires les plus surprenantes de ce parcours. Cela prouvait qu'un véritable changement était possible, peu importe le point de départ. La nouvelle arriva comme un éclair dans un ciel bleu. Une tempête tropicale inattendue avait frappé la région côtière près d'un des centres de l'Institut, causant des inondations et laissant des centaines de familles en situation vulnérable. Marine, même en fin de grossesse, convoqua immédiatement une réunion d'urgence. « La situation est critique », expliqua Lucas, projetant des images satellites sur l'écran de la salle de conférence. Le centre régional est intact, mais les communautés environnantes ont été sévèrement affectées. Les systèmes d'eau et d'énergie sont compromis. Hélène, qui était déjà au téléphone en train d'organiser la logistique de réponse, fit un geste demandant la parole. « J'ai réussi à mobiliser 3 unités mobiles de purification d'eau et 5 générateurs solaires portables. Ils peuvent être là-bas dans 4 heures. Ce n'est pas suffisant, répondit Marine, étudiant les cartes. Nous avons besoin d'une solution plus globale. Elle se leva avec quelques difficultés, son ventre de 9 mois rendant les mouvements plus lents, et s'approcha de l'écran. Lucas montrait les données des jardins sentinelles de la région. Les graphiques apparurent instantanément, révélant un modèle préoccupant. La qualité de l'air s'est considérablement détériorée ces 12 dernières heures, indiqua Lucas. Les plantes réagissent à la combinaison d'humidité excessive et de polluants libérés par l'inondation. Exactement comme ce qui s'est passé à Ville-Maritime, murmura Marine, son esprit travaillant rapidement. Mais maintenant, nous avons plus de ressources, plus d'expérience. Gaël, qui coordonnait les équipes de terrain par téléphone, raccrocha. Les abris de bioconstruction peuvent être prêts dans 24 heures. Nous avons déjà des équipes en route. Excellent. Hélène, assurez-vous qu'ils redirigent 2 cliniques mobiles vers la région. Sophie est-elle à Lagos? Oui, et elle organise déjà l'envoi de fournitures médicales, confirma Hélène. Marine s'assit à nouveau, ressentant une légère contraction. Elle ignora l'inconfort, se concentrant sur le problème devant elle. Lucas, je veux toutes les données des capteurs environnementaux de la région des 6 derniers mois. Nous devons comprendre s'il y avait des signes que nous aurions pu détecter plus tôt. Marine, Gaël s'approcha, remarquant son expression d'inconfort. Peut-être. Devriez-vous? N'essayez même pas de suggérer que je me repose maintenant, l'interrompit-elle avec un sourire tendu. L'une comprendra que maman doit aider d'autres familles d'abord. Comme pour répondre, le bébé donna un coup de pied fort. Marine respira profondément, s'ajustant dans sa chaise. Les heures suivantes furent intenses. Le centre de commandement improvisé se transforma en un hub d'activité frénétique. Des écrans montrèrent des données en temps réel, des appels vidéo connectèrent des équipes à différents endroits, et un flux constant d'informations était traité et transformé en actions concrètes. Béatrice Moreau apparut en milieu, d'après-midi, caméra à la main. « Je suis venue documenter la réponse à l'urgence », expliqua-t-elle. « Le monde doit voir comment la technologie durable peut faire la différence dans des situations de crise. » La reporter observa avec admiration, tandis que Marine coordonnait simultanément plusieurs équipes, sa voix calme et ferme, transmettant la confiance même dans les moments les plus tendus. Dans un coin de la salle, Lucas travaillait furieusement sur son ordinateur, développant un nouvel algorithme pour prédire les modèles climatiques en utilisant les données des jardins sentinelles. « C'est incroyable », commenta Béatrice à Hélène. « Elle est sur le point d'accoucher et pourtant, Marine ne connaît pas d'autre façon d'être, » répondit Hélène avec un sourire fier. Pour elle, chaque problème est une opportunité de faire quelque chose de mieux. À la fin de la journée, les premiers résultats positifs commencèrent à arriver. Les unités mobiles fonctionnaient à pleine capacité, fournissant de l'eau potable et une assistance médicale. Les abris de bioconstruction commençaient à prendre forme, offrant des espaces sûrs et confortables pour les familles déplacées. Les niveaux de contamination baissent, annonça Lucas, montrant les dernières données. Le système de purification fonctionne encore mieux qu'à Ville-Maritime,
Marine acquiesça, satisfaite, mais une autre contraction lui fit retenir son souffle un moment. Gaël, qui n'avait pas quitté son côté, le remarqua immédiatement. « Ça suffit, dit-il fermement. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Les équipes peuvent continuer d'ici. Il est temps de penser à vous et à Lune. » Avant que Marine ne puisse protester, Hélène intervint. « Il a raison. De plus, nous avons déjà mis en œuvre tous les protocoles nécessaires. Le système fonctionne exactement comme vous l'avez planifié. » Marine regarda les écrans une dernière fois. Les images montraient des familles accueillies dans les abris, des enfants recevant des soins médicaux, de l'eau propre jaillissant des systèmes de purification. C'était un témoignage vivant de la façon dont la technologie et la compassion pouvaient travailler ensemble. « D'accord, accepta-t-elle finalement, permettant à Gaël de l'aider à se lever. « Mais je veux des mises à jour. Constantes. Comptez sur moi, promit Lucas, configurant déjà un système de notification sur sa tablette. Je vous tiendrai informé de tout. » Alors qu'elle quittait la salle, Marine ressentit une autre contraction, plus forte que les précédentes. Lune, apparemment, avait décidé qu'il était temps de découvrir le monde que sa mère aidait à transformer. L'hôpital avait été choisi non seulement pour sa réputation médicale excellente, mais aussi pour être l'un des premiers à mettre en œuvre le système de biosurveillance développé par l'Institut. Dans le jardin de l'entrée, des plantes sentinelles changeaient doucement de couleur, indiquant la qualité exceptionnelle de l'air dans l'environnement. Marine fut admise vers 9 heures du soir, avec des contractions régulières toutes les 8 minutes. La chambre spéciale qu'Hélène avait préparée avait vue sur un petit jardin zen, où une fontaine d'eau purifiée par le système de l'Institut créait une atmosphère tranquille. « Respirez profondément », conseillait la sage-femme d'une voix calme. « Votre bébé choisit un moment très spécial pour naître. » Gaël tenait la main de Marine, alternant entre offrir des mots d'encouragement et mettre à jour Hélène sur la progression du travail à travers des messages discrets. Au centre d'opération de l'Institut, l'équipe continuait à coordonner les efforts d'assistance à la région affectée par la tempête, mais tous gardaient un œil sur les mises à jour concernant Marine. Lucas avait créé un groupe spécial de messages appelé « Opération Lune », où il partageait les nouvelles, avec Sophie et d'autres membres de l'équipe. Les heures passèrent lentement. Vers minuit, Auguste Tournier arriva à l'hôpital, portant un petit pot avec une plante sentinelle spécialement cultivée pour sa petite fille. « C'est une nouvelle variété », expliqua-t-il à Hélène, qui le rencontra dans le couloir. Les scientifiques du centre de recherche ont réussi à développer une espèce qui change de couleur avec les phases de la Lune, en plus de surveiller la qualité de l'air. Hélène sourit, réalisant à quel point l'homme avait changé. Lune adorera quand elle grandira et découvrira qu'elle a une plante unique, développée spécialement pour elle. À l'intérieur de la chambre, Marine affrontait les contractions avec la même détermination qu'elle avait démontrée dans tous les défis précédents. Entre une contraction et une autre, elle demandait des mises à jour sur la situation dans la région côtière. « Toutes les familles sont abritées », informait Gaël, essayant de la maintenir concentrée sur son propre moment. « Les systèmes fonctionnent parfaitement. Vous avez construit quelque chose d'incroyable, mon amour. Maintenant, c'est le moment d'amener notre Lune au monde. » À 3h27 du matin, le premier cri de Lune résonna dans la chambre. C'était un son, fort et décidé, comme si la petite voulait annoncer son arrivée au monde avec toute la force de ses poumons. « Elle est parfaite », déclara le médecin, plaçant le bébé sur la poitrine de Marine. « Et quel poumon sain !» Marine regarda sa fille, les larmes aux yeux. Lune avait les yeux de Gaël et le menton déterminé de sa mère. Ses petits poings s'agitaient dans l'air, comme si elle voulait déjà commencer à explorer le monde. « Bienvenue, Lune », murmura Marine. « Tu es née lors d'une nuit très spéciale. » Comme en réponse aux paroles de sa mère, la plante sentinelle qu'Auguste avait apportée commença à émettre une douce lueur bleutée, sa coloration changeant pour refléter la phase de la Lune, dans le ciel dehors. La nouvelle de la naissance de Lune se répandit rapidement. Au centre d'opération, l'équipe célébra avec un moment de pause dans son travail incessant. À Ville-Maritime, les enfants du projet de biosurveillance décidèrent de planter un arbre en hommage à la naissance du bébé des plantes magiques, comme ils appelèrent déjà Lune. Béatrice Moreau, qui était restée à l'hôpital pour documenter ce moment historique, captura une image qui deviendrait iconique. Lune, quelques heures seulement après sa naissance,
dormant paisiblement à côté de la plante sentinelle qui changeait de couleur, tandis qu'à travers la fenêtre de la chambre, on pouvait voir le lever du soleil, illuminant le jardin de l'hôpital. « C'est une image puissante », commenta Béatrice à Hélène. « La nouvelle génération naissant dans un monde que nous aidons à rendre meilleur. » Sophie, qui était arrivée directement de l'aéroport, après avoir coordonné les opérations à Lagos, entra silencieusement dans la chambre. Elle trouva Marine, allaitant l'une tandis que Gaël les observait avec adoration. « Elle est magnifique », chuchota Sophie, s'approchant du lit. « Et elle a choisi un moment très significatif pour naître. »« Comment ça ?» demanda Marine, ajustant l'une dans ses bras. « Les premières familles retournent dans leur maison dans la région côtière, » expliqua Sophie. « Les systèmes de purification et d'énergie ont si bien fonctionné que la zone est déjà sécurisée. L'une est née exactement au moment où les premiers enfants rentrèrent chez eux. » Marine sourit, regardant sa fille. « Tu vois, ma petite, tu fais déjà partie de l'histoire de transformation que nous avons commencée. » Gaël se pencha pour embrasser le front de l'une. Et cette histoire ne fait que commencer. Par la fenêtre de la chambre, le soleil du matin illuminait la ville qui s'éveillait. Quelque part, des plantes sentinelles surveillaient l'air que la nouvelle génération respirerait. Ailleurs, des familles reconstruisaient leur vie avec des technologies durables. Et là, dans cette chambre d'hôpital, une petite lune dormait tranquillement, inconsciente du monde meilleur que son arrivée symbolisait. 3 mois s'écoulèrent depuis la naissance de l'une. Le centre de recherche et développement dans l'ancienne maison de campagne était enfin prêt pour son inauguration officielle. Le lieu s'était transformé en un complexe impressionnant, où technologie et nature fusionnaient en parfaite harmonie. Marine, portant l'une dans un porte-bébé ergonomique, marchait dans les jardins avec Hélène, observant les derniers préparatifs pour la cérémonie d'ouverture. Le jardin Lune, cœur du complexe, était particulièrement beau en cette matinée de printemps. « C'est incroyable comme les plantes répondent à sa présence », commenta Hélène, observant comment les espèces biomoniteurs semblaient plus vibrantes quand l'une s'approchait. « C'est presque comme si elle ressentait une connexion spéciale. »« Peut-être qu'elle la ressente », sourit Marine, ajustant le bébé qui dormait paisiblement. L'une est née à un moment de grande transformation environnementale. Parfois, je pense qu'elle porte un peu de cette énergie. Lucas apparut en courant sur le chemin de pierre durable, sa tablette à la main. « Vous devez voir ça. Les données du dernier trimestre sont extraordinaires. »« Respirez, Lucas, » rit Hélène. « L'une dort. » Le jeune directeur de technologie baissa la voix, mais son enthousiasme était palpable. « Désolé, mais regardez. Les communautés qui ont mis en œuvre nos systèmes de purification d'eau ont enregistré une réduction de 87% des cas de maladies liées à l'eau contaminée. »« Et les écoles ?» demanda Marine, tandis qu'ils marchaient vers le laboratoire principal. Encore mieux, Lucas projeta quelques graphiques sur sa tablette. Le programme de biosurveillance n'a pas seulement amélioré la qualité de l'air dans les écoles, mais a également augmenté significativement l'engagement des élèves en sciences et environnement. Gaël les rejoignit au laboratoire où une équipe de scientifiques travaillait au développement de nouvelles espèces de plantes biomoniteurs. Il portait un rapport qui fit lever les sourcils de Marine. Le Conseil européen du développement durable veut mettre en œuvre notre modèle dans toutes les écoles du continent, annonça-t-il. Et l'ONU envisage de créer un programme spécial basé sur notre méthodologie. L'une choisit ce moment pour se réveiller, ses petits yeux s'ouvrant sur le monde qui l'entourait. Un des scientifiques, qui travaillait sur une nouvelle variété de plantes sentinelles, attira l'attention du groupe. « Regardez ça !» Il pointa vers la plante qui changeait doucement de couleur. « Elle répond à la présence de l'une. Je n'ai jamais vu une réaction aussi forte. » Sophie, qui venait d'arriver d'un autre voyage international, rejoignit le groupe. « Ça ne me surprend pas. L'une est née en harmonie avec cette nouvelle ère que nous construisons. » Elle fit une pause, observant sa petite fille avec affection. « Saviez-vous que les communautés à Lagos ont commencé un rituel? Ils plantent un arbre pour chaque bébé qui naît, avec une plante sentinelle. Ils appelaient ça les jardins du futur. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était impressionnant comment une idée pouvait grandir et se transformer, touchant des vies de manières inattendues. « Et ce n'est pas seulement à Lagos, » ajouta Hélène. « J'ai reçu des rapports d'initiatives similaires, surgissant spontanément dans des communautés autour du monde. C'est comme si nous étions témoins de la naissance d'une nouvelle forme de connexion entre les personnes et la nature. »
Béatrice. Moreau, qui documentait les préparatifs pour l'inauguration, captura le moment exact où Lune tendit sa petite main vers la plante sentinelle, qui répondit par un doux changement de coloration. « Cela me rappelle quelque chose qu'un enfant à Ville-Maritime m'a dit », commenta la journaliste baissant sa caméra. « Il a dit que les plantes sont comme des bébés. Elles ont besoin de soins, d'amour et d'attention pour grandir fortes et en bonne santé. » « Et il a absolument raison », répondit Marine, embrassant doucement la tête de Lune. « Chaque vie que nous aidons à prospérer, que ce soit une plante ou un enfant, est un pas vers l'avenir dont nous rêvons. » Le son d'hélicoptère qui s'approchait annonçait l'arrivée des premiers invités pour la cérémonie d'inauguration. Des représentants de gouvernements, d'organisations internationales et de communautés bénéficiaires des projets de l'Institut commençaient à arriver. « C'est l'heure », dit doucement Gaël, mettant un bras autour de Marine et Lune. « Prête à présenter au monde le prochain chapitre de notre histoire ?» Marine regarda sa fille, qui jouait maintenant avec une mèche de cheveux de sa mère, complètement étrangère à l'importance du moment qu'elle était sur le point de témoigner. « J'ai toujours été prête. Depuis le premier jour à la cantine, je savais que ce moment arriverait. Je n'imaginais simplement pas qu'il serait encore plus spécial que ce dont j'avais rêvé. » Le groupe commença à marcher vers le lieu de la cérémonie. Dans le jardin Lune, les plantes sentinelles brillaient de couleurs vibrantes, comme si elles aussi célébrèrent le début d'une nouvelle ère d'harmonie entre l'humanité et la nature. La cérémonie d'inauguration du Centre de recherche et développement se transforma en un événement historique. L'auditorium en plein air, construit avec des matériaux durables et entouré de jardins sentinelles, était rempli de personnes de différents pays et cultures, toutes unies par le même but, célébrer une nouvelle façon de penser le développement humain. Marine monta sur scène avec Lune dans les bras, accompagnée par Gaël. Hélène, Sophie et Lucas occupèrent des places de choix au premier rang, aux côtés d'Auguste Tournier, qui tenait fièrement un nouveau type de plante sentinelle, développé spécialement pour l'occasion. « Il y a un an, » commença Marine son discours de sa voix claire et émue, « je servais des repas à la cantine de Solutions Durables Mondiales. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement comme directrice-présidente de l'Institut, mais comme une femme qui croit profondément au pouvoir de la transformation. » Lune, comme si elle sentait l'importance du moment, restait extraordinairement calme dans les bras de sa mère, ses yeux curieux observant la foule. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un complexe de recherche. C'est un symbole montrant qu'un véritable changement est possible quand nous unissons technologie, compassion et détermination. Chaque plante sentinelle que nous développons, chaque système de purification que nous installons, chaque enfant qui apprend à prendre soin de l'environnement à travers nos programmes, tout cela fait partie d'une révolution silencieuse qui transforme notre monde. Sur les écrans géants installés sur le site, des images montrèrent les divers projets de l'Institut en action. Les cliniques mobiles apportant la santé à des communautés éloignées, les jardins sentinelles dans des écoles du monde entier, les technologies de purification d'eau changeant des vies. Mais notre plus grande réussite, continua Marine, ajustant Lune dans ses bras, ne réside pas dans les chiffres ou les technologies, elle réside dans le changement de conscience dont nous sommes témoins. Quand un enfant à Lagos plante un arbre pour célébrer une naissance, quand un étudiant à Mumbai apprend sur la qualité de l'air à travers un jardin vivant, quand une communauté à Ville-Maritime s'unit pour protéger ses ressources naturelles, c'est là que nous voyons le véritable impact de notre travail. Gaël s'approcha, posant une main protectrice dans le dos de Marine. Sur l'écran géant, une nouvelle séquence d'images commença. Le moment où Marine fut découverte à la cantine, la transformation de l'entreprise, la naissance de Lune, tout entrelacé avec des témoignages émouvants de personnes impactées par les projets de l'Institut. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans une équipe extraordinaire. Marine fit un geste en direction de ses compagnons au premier rang. Hélène, qui a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'une employée de cantine. Lucas, qui a tout risqué pour exposer la vérité. Sophie, qui n'a jamais abandonné la lutte pour ce qui est juste. Et oui, même Auguste Tournier, qui a eu le courage de reconnaître ses erreurs et de les transformer en opportunités de changement. Auguste, visiblement ému, serra contre lui la plante sentinelle qu'il tenait, comme si elle était un symbole de sa propre transformation. « Aujourd'hui, » poursuivit Marine, « nous n'inaugurons pas seulement un centre de recherche. Nous inaugurons une nouvelle ère de collaboration
entre l'humanité et la nature. Une ère où technologie et durabilité travaillent ensemble pour créer un avenir meilleur pour tous. Lune choisit ce moment pour tendre ses petites mains vers les plantes sentinelles qui décorèrent la scène. Comme dans une chorégraphie parfaitement mise au point, les plantes répondirent par un doux changement de couleur, créant un spectacle de lumière et de vie qui arracha des soupirs à l'assistance. « Voici l'avenir que nous construisons », conclut Marine, sa voix chargée d'émotion. « Un avenir où chaque enfant, comme notre Lune, grandira dans un monde où la durabilité n'est pas seulement un mot, mais une réalité vécue quotidiennement. Un monde où la technologie sert la vie et non l'inverse. » L'applaudissement qui suivit fut assourdissant. Sur les écrans, des images en direct montraient des célébrations simultanées se déroulant dans les centres régionaux de l'Institut à Rome, Mumbai et Lagos. C'était une vague d'espoir et de transformation qui se répandait sur la planète. Béatrice Moreau, qui documentait tout, captura le moment exact où un rayon de soleil traversa les nuages, illuminant Marine, Lune et le jardin de plantes sentinelles. L'image qui deviendrait le symbole de cette nouvelle ère montrait mère et fille baignées de lumière dorée, entourées par une technologie vivante qui répondait à leur présence. « Et ce n'est que le début », murmura Hélène à Sophie, tandis qu'elles observèrent la scène. « Imaginez où nous en serons dans quelques années. » Sophie sourit, ses yeux fixés sur sa petite fille. Avec Lune et tous les enfants qui grandissent dans cette nouvelle réalité, l'avenir est entre de bonnes mains. Lucas, qui surveillait les données sur sa tablette, montra quelque chose d'intéressant aux deux femmes. Les niveaux de qualité de l'air au centre avaient atteint des indices records pendant la cérémonie, comme si la nature elle-même célébrait avec eux. Un an s'était écoulé depuis l'inauguration du centre de recherche. Lune, maintenant âgée de 15 mois, faisait ses premiers pas dans les jardins de l'Institut, sous le regard attentif de Marine et Gaël. Ses petites mains touchaient avec curiosité chaque plante sentinelle qu'elle rencontrait sur son chemin, provoquant des vagues douces de couleurs qui la faisaient rire enchantée. « C'est incroyable comme elle comprend déjà la connexion avec les plantes », commenta Hélène, observant la scène tout en marchant avec Sophie dans les jardins. Les enfants de la nouvelle génération semblent naître avec cette conscience pour laquelle nous avons tant lutté. L'Institut s'était développé au-delà des attentes les plus optimistes. Le programme de biosurveillance était maintenant présent dans plus de 10 000 écoles à travers le monde. Les cliniques mobiles s'étaient multipliées, apportant santé et technologie durable dans des régions toujours plus reculées. « Nous avons une surprise à vous montrer », annonça Lucas, s'approchant du groupe avec une lueur spéciale dans les yeux. L'équipe de développement vient de finaliser quelque chose d'extraordinaire. Il les guida vers un nouveau secteur du laboratoire où une série de plantes différentes des habituelles attirait l'attention. Elles étaient plus petites que les plantes sentinelles traditionnelles, mais émanaient une luminescence douce et constante. « Je vous présente la nouvelle génération de biomoniteurs », expliqua Lucas avec fierté. Ces petites sont spécialement développées pour les environnements intérieurs. Elles peuvent être cultivées dans des appartements, des bureaux, des hôpitaux. Et le plus impressionnant, elles ne se contentent pas de surveiller la qualité de l'air, mais aident activement à le purifier. Marine s'approcha avec Lune dans les bras. La petite tendit immédiatement les mains vers les plantes qui répondirent par une douce lueur bleutée. « C'est comme si elle la reconnaissait », observa Gaël, émerveillé. En fait, une jeune scientifique s'approcha. « Nous avons développé cette variété en utilisant certains principes découverts grâce à l'interaction unique que Lune a avec les plantes sentinelles originales. Nous appelons le projet « Effet Lune ». Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille, sans le savoir, avait inspiré une nouvelle avancée scientifique qui pourrait bénéficier à des millions de personnes. « Et il y a plus », continua Lucas, conduisant le groupe vers une autre section du laboratoire. « Nous avons réussi qu'à adapter la technologie pour une utilisation à grande échelle. Imaginez, des murs vivants dans des bâtiments, capables de surveiller et purifier l'air de villes entières. » Hélène prenait déjà des notes sur sa tablette. « Les possibilités sont infinies. Nous pourrions commencer par les hôpitaux et les écoles, puis étendre à d'autres espaces publics. » « Nous avons déjà des intéressés, » ajouta Sophie. « Le programme des Nations Unies pour le développement durable veut mettre en œuvre le système dans tous ses bureaux, à travers le monde.
Tandis que les adultes discutaient des implications de la nouvelle découverte, Lune s'était libérée des bras de sa mère et marchait résolument vers un petit jardin expérimental. Là, à la surprise de tous, elle s'assit parmi les plantes et commença à discuter avec elles dans son langage de bébé. « Regardez !» Lucas pointa sa tablette, excité. Les capteurs enregistrent des modèles de réponses jamais vus auparavant. C'est comme si les plantes lui répondaient. Béatrice Moreau, qui était arrivée silencieusement pour documenter les nouveaux développements, commença à photographier la scène. Lune, assise parmi les plantes bioluminescentes, ressemblait à une petite fée dans un jardin enchanté. « Vous savez ce que cela me rappelle ?» commenta Marine, observant sa fille. « Ce premier jour à la cantine, quand tout a commencé. J'étais tellement concentré sur la survie, sur la reconstruction de ma vie. Je n'avais aucune idée que j'allais faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. » Gaël l'enlaça par derrière, tous, deux contemplant leur fille. Parfois, les plus grandes transformations commencent dans les lieux les plus improbables. Et avec les personnes les plus improbables, ajouta Hélène, souriant. Une employée de cantine, un stagiaire informatique, une cadre insatisfaite du statu quo, et un bébé né au moment exact où le monde était prêt pour un changement, compléta Sophie, observant sa petite fille avec adoration. Lune, étrangère à la conversation des adultes, continuait son interaction avec les plantes. Chacun de ses rires était accompagné par des vagues de lumière et de couleurs qui se répandaient dans le jardin expérimental, créant un spectacle qui semblait symboliser l'essence même de la transformation qu'ils avaient réalisée. « Demain, c'est le lancement officiel », rappela Lucas, consultant sa tablette. « Le monde entier sera en train de regarder. » « Et ce qu'ils verront, répondit Marine, sa voix chargée de certitude, c'est que l'avenir dont nous rêvions n'est pas seulement possible. Il se produit déjà, ici et maintenant, grandissant avec chaque nouvelle génération. Les plantes. » Autour de Lune pulsaient doucement, comme si elles acquiesçaient. À l'horizon, le soleil se couchait sur le centre de recherche.